Parfait. Donc, bonjour. On accueille aujourd'hui Christa Bess et Isabelle Ouellette. Christa, qui est professeure agrégée à la faculté de médecine de l'École des sciences de réadaptation de l'Université Laval. Euh, Christa est kinésiologue de formation. Ses intérêts de recherche portent sur la mobilité et l'activité physique adaptée afin d'améliorer la participation sociale et la santé en général. Elle utilise diverses méthodes et outils de mesure pour évaluer différentes technologies, par exemple fauteuil roulant, mHealth, et elle utilise aussi différentes approches, entraîneurs professionnels, non professionnels, dans le but de faire des interventions cliniques et communautaires. Son programme de recherche est interdisciplinaire et intègre les intervenants cliniques et communautaires dans ses activités. Isabelle Ouellette, que vous connaissez sûrement déjà, qui n'est pas la première fois qu'il présente. Donc, Isabelle, elle est ergothérapeute au programme des aides techniques du CIUS de la capitale nationale depuis déjà 17 ans et coordonnatrice clinique depuis 5 ans. Elle participe à la formation de la relève sur le positionnement de l'université avec l'Université Laval et collabore avec son ordre professionnel pour la formation de ses pairs. Donc, aujourd'hui, la présentation qui porte le titre Le développement de la recherche en fauteuil roulant, l'influence du poids des FMA et la réalité virtuelle, a pour objectif de comprendre le partenariat entre la recherche et le milieu clinique, décrire l'impact du poids des fauteuils roulants manuels pour les utilisateurs et connaître les approches innovantes dans le domaine de la réalité virtuelle et la simulation de conduite en fauteuil roulant. Donc, sans plus tarder, je laisse Christa et Isabelle avec leur présentation. C'est à vous, mesdames. Merci beaucoup, Chantal, pour l'introduction. Je vais aller tout de suite avec la présentation qui a marché tout à l'heure. Voilà. Je vais juste débuter par dire qu'à CIRIS, le Centre de recherche, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, c'est le mois de mobility, où la mobilité en fauteuil roulant, c'est une priorité de recherche. Et on souligne cette priorité de recherche cette mois. Je vais mentionner rapidement que c'est le 25e anniversaire de CIRIS. Ça vient le 22-23 mai, où c'est la porte ouverte. Donc, c'est juste une petite information sur le CIRIS. Je ne vais pas répéter les objectifs parce que Chantal a bien dit. On va parler tout de suite à la présentation. Donc, nos présentations se portent sur la recherche en partenariat avec les cliniques et vice-versa en fauteuil roulant parce que c'est toujours un travail en collaboration. C'est pas possible de faire la recherche clinique sans être en collaboration. On parle souvent sur nos idées. Donc, au niveau de la recherche, la collaboration qu'on fait avec la recherche, de notre point de vue clinique, c'est que nous, au service des aides techniques, on ramène nos problématiques vécues au quotidien, nos questionnements, nos interrogations et on va valider nos informations avec la recherche. Donc, on soumet des projets de recherche qui vont amener à des revues de littérature ou des projets plus larges. Et vice-versa, eux sont au courant de ce qui se passe un petit peu plus macro et nous ramène les informations, ce qui nous amène à faire des exemples. Là, comme par le passé, il y a un projet de recherche qui était au niveau des types de roues. On a déjà parlé dans d'autres midi-conférences qu'il y a eu un développement qui s'était fait à ce niveau-là avec le CIRIS, en partenariat avec le CIRIS. Le sujet qui nous intéresse actuellement, c'était au niveau des fauteuils roulants. On avait une augmentation d'usagers qui nous demandaient toujours un fauteuil roulant 2-3 livres plus léger, 4-5 livres plus léger en nous disant oui, oui, ça va être plus facile à propulser, j'ai besoin de ça, il faut faire la demande à la SAC, la CNESST, il fallait l'argumenter auprès de la RAMQ et on se questionnait toujours à savoir, ben, en fait, est-ce qu'un fauteuil roulant qui pèse quelques livres de moins qu'un autre, ça a un impact sur la propulsion? Donc, on se posait la question, on avait beaucoup d'interrogations, on avait déjà des hypothèses qu'on imaginait, mais on n'avait jamais de certitude officielle. Puis des fois, on se disait, ben écoute, 4-5 livres de moins, des fois, ça peut être un peu la différence avec j'ai trop mangé ou j'ai pas mangé ou un petit gain pondéral à un certain moment donné. Donc, ça tue vraiment une incidence. Et là, notre hypothèse était de dire que la configuration d'un fauteuil a beaucoup plus d'impact que le poids. On peut avoir un fauteuil qui va être quand même lourd, mais si j'ajuste de façon adéquate mon centre de gravité,
il peut être très léger. Et je peux avoir un fauteuil très léger, mais que si je l'ajuste de façon tout à fait inadéquate, la sensation de propulsion va être comme si je propulsais un fauteuil très lourd. Donc, pour nous, on était loin d'être convaincus qu'un fauteuil qui pesait quelques livres de moins avait un impact sur la propulsion. On se disait, c'est sûr que ça a un impact sur le chargement dans le véhicule, le poids de soulèvement pour l'usager, mais en réalité, on n'avait pas validé les données probantes, donc on a soumis le questionnement à la recherche il y a quelques années. Et je laisse la parole à Christa là, pour un petit peu la revue de littérature qui a été faite. Là. Donc, j'ai reçu cette question par Isabelle, par courriel. Est-ce que le poids a un impact? Est-ce qu'il y a la recherche qui manque 2-3 livres de poids va avoir une différence? Moi aussi, j'ai eu la même hypothèse au début, mais je n'étais pas certaine. Donc, je suis allée de faire une review de la littérature avec une équipe de chercheurs et étudiants à CIRUS, où on avait cherché le poids. Et avec la deuxième hypothèse d'Isabelle et son équipe pour la configuration, on a dit on va aller un peu plus large, voir la configuration, le type de cadre, le type de roue et la technique de propulsion où on le sait, il y a un peu de littérature dedans. Donc, on a lancé une review de littérature, une review systématique où on a trouvé un total de 43 articles. On avait 33 qui étaient les devis quantitatifs, ça veut dire les numériques. Ils ont fait l'étude expérimentale pour voir s'il y a une différence. 6 devis mixtes, c'est le quantitatif et le qualitatif ensemble, plus descriptif. Un devis qualitatif et 3 reviews. Donc, au niveau de l'évidence, les données probantes, 33 devis quantitatifs de variables niveau de données probantes, c'est assez bon pour avoir une bonne réponse à cette question. Je résumé l'effet sur le poids, l'effet de le poids sur la propulsion. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'influence sur les petites augmentations de poids. Ce qu'on a vu, c'est qu'un ajout de 5 kilos, pas livre, mais kilos, sur les fauteuils roulants multisportifs n'a pas eu une influence sur la dépense d'énergie, sur l'effort perçu, le rythme, la fréquence cardiaque, ni la performance des personnes. Ça, c'est dans les fauteuils roulants sportifs. En lien avec la différence entre un ultra léger et un standard, que c'est environ 10 livres de différence, il avait peut-être un peu de changement, mais on parle de 10 livres, pas 3-4 livres. Donc, ça semble diminuer les coûts de propulsion, increase la vitesse, decrease la distance et decrease l'effort comparé au fauteuil roulant manuel standardisé. Cependant, ces deux fauteuils roulants ont eu les différences dans la configuration, les différences dans le type de cadre, si c'était rigide ou pliant, les différences entre les roues. Donc, on n'était pas certain que c'est juste la différence de poids, c'est les autres facteurs qui n'étaient pas contrôlés dans ces 3 études. Une autre étude a montré qu'un ajout de 20 livres, mais on parle de 20 livres, pas 3-4, diminuerait la vitesse de propulsion et augmenterait la force déployée pour la propulsion. Les changements biomécaniques seraient liés aux individus plutôt de choix de fauteuil roulant manuel. Et il n'y a pas une différence de vitesse, de pourcentage de propulsion et de biomécanique par des masses de 10 kg ou moins. Donc ça parle 10 kg, on parle de 20 livres. On peut dire que 2-3 livres, ça ne fait aucune différence. L'ajout de poids ne modifiait pas la fréquence et la longueur de poussée. Une autre étude a montré que le poids plus léger, on parle de moins de 6 kg, facilite le transfert sans assistance. C'est un peu loin de notre question de recherche où on a parlé de la propulsion, mais on inclut quand même parce que c'est logique que si ça pèse moins, c'est plus facile de transférer dans l'auto et on veut mettre en valeur ce facteur pour la clinique aussi. Et une augmentation de poids de l'utilisateur. On ne parle pas de poids de fauteuil, mais poids de l'utilisateur peut augmenter le risque de les blessures chroniques comme le syndrome de tunnel carpien. Au niveau des recherches sur le poids, il y avait des éléments qui étaient particuliers dans plusieurs recherches. On parlait de fauteuil ultra léger, fauteuil standard. Pour en venir à dire de quoi qu'on parle au final comme fauteuil. Est-ce que c'est un cadre pliant? Est-ce que c'est un cadre léger? Ou est-ce que c'est un fauteuil? On compare
un cadre pliant, parce qu'il parlait de fauteuil multisportif, est-ce qu'on parle d'un cadre rigide de rugby versus un fauteuil qu'on retrouve à l'entrée d'un centre hospitalier qui a un angle de dossier fixe? Donc, on était vraiment des fois dans certains opposés dans la littérature. Donc, la nomenclature des types d'appareils était difficile à aller déceler. Par contre, quand on avait une évaluation par rapport à 2 fauteuils similaires, ben, c'est là qu'on a vu là, que oui, une différence de 20 livres avait un léger impact, mais qu'en deçà, non, pas nécessairement. Je te Exact. laisse continuer. Oui, pour la configuration, on a vu les changements comme hypothisé par Isabelle et son équipe. La configuration de fauteuil a eu une influence sur les aspects psychosociaux et la qualité de vie. Il avait aussi une influence sur les paramètres physiologiques, comme par exemple augmenter le chargement sur les roues en arrière, on avance les axes de roues, diminuer l'effort de propulsion. Donc, si on fait une modification de configuration de axe, ça pourrait avoir un impact sur la propulsion. Et sur la biomécanique, le coût de propulsion diminuait avec l'augmentation de la charge des roues en arrière. Et c'est tout qui a montré ces effets. Pour les types de cas, les données probantes étaient un peu contradictoires. Quelques études ont dit oui, il y a une influence sur la performance, les autres études ont dit non. Au niveau de douleur et blessure, le type de CAD ou le matériau qui s'était fait avec a eu une influence sur les douleurs perçues et les blessures et contradictoire aussi sur la biomécanique. Je ne vais pas lire tous les exemples, juste au intérêt de temps, mais je sais que les PDF seraient partagés avec vous aussi. Le type de roue, ça confirme aussi l'étude qu'Isabelle a mentionnée tout au début, un autre exemple de recherche en clinique avec le type de roue dans le fauteuil. On avait trouvé dans la littérature que le type de roue, c'est pneumatique ou Haute pression. haute pression, merci, peut avoir une différence. Donc, ça pourrait influencer la performance ou les fauteuils roulants manuels de réadaptation avec les roues pneumatiques ont eu une durée de vie plus longue. Donc, ça, c'est intéressant au niveau de longueur de vie et la maintenance qui pourrait être besoin. La pression des pneus peut aussi influencer la durabilité. Donc, plus basse de pression peut influencer une meilleure absorption des impacts. Et au niveau de biomécanique, les roues arrière pneumatiques ont présenté une meilleure performance que les roues solides. C'est un peu en lien aussi avec les hypothèses. La technique de propulsion, ça c'est une variable qui est proche de mon cœur parce qu'on fait beaucoup de recherches en entraînement en fauteuil roulant. Donc, on n'était pas trop surpris de voir que la technique de propulsion peut avoir une influence sur les douleurs et blessures avec une meilleure technique de propulsion. On va voir la diminution des forces qui pourrait être bénéfique pour diminuer le risque de blessure pour la douleur perçue aussi. Et au niveau de biomécanique, la technique de propulsion, dans une étude sur une période de 6 mois post-attribution, pourrait permettre de consolider les habiletés et permettre à certains individus d'ajuster leur technique de propulsion avant de finaliser la prescription. C'est une recommandation pour une étude. Et je peux juste ajouter, c'est une observation dans plusieurs des études d'entraînement que j'ai faites avec plusieurs des populations fauteuil roulant manuelles. C'est la première étape, même avec quelqu'un qui a 15 ou 20 ans d'expérience, on voit souvent qu'on peut améliorer leur technique de propulsion, de voir les pouces un peu plus longs et aussi bénéfice de le momentum de fauteuil roulant. Quand tu fais un pouce, tu peux prendre une petite pause. Donc, c'est une chose qu'on voit souvent que c'est possible d'améliorer. Mais avec cette information, on a suggéré de faire un outil pour soutenir les cliniques. Je vais juste mentionner Joanne Badar, une professionnelle de recherche qui est une experte dans le transfert de connaissances. Elle a suggéré un outil comme tel. On est en train de mettre à jour toutes nos informations. L'objectif, dans le fond, quand on a fait le questionnement à la recherche, c'était de dire, ben, est-ce que, oui, une différence de quelques livres a un impact sur la propulsion, mais en même temps, est-ce qu'on peut avoir un outil qui va être parlant pour tous les services d'aide technique?
un one-pager qu'on va pouvoir partager entre les services d'aide technique pour dire, ben, on est rendu là au niveau de l'état de la recherche là-dedans. La recherche n'est pas hyper avancée dans le domaine parce que les compagnies font de plus en plus de fauteuils avec du titanium, de la fibre de carbone, et puis ils cherchent toujours à diminuer de quelques grammes, soit le poids de la roue, le poids de l'essieu, et peu importe. Donc, ce qui fait des fauteuils qui sont toujours un petit peu plus légers, mais c'est d'essayer d'avoir un outil qui va nous aider dans nos prises de décision, qui va nous permettre de comprendre un petit peu les choses. Donc, on est en train de collaborer là, avec le CIRIS là, à ce niveau-là, là, l'équipe de Christa, Joanie, sont en train de travailler très fort à ce niveau-là. Ils nous soumettent les observations, puis on essaie de voir, ben, est-ce que c'est parlant pour nous comme cliniciens? Fait que l'objectif est d'avoir un outil simple et parlant. Donc, on est pas mal là, à ce niveau-là. C'est ça. On doit souligner que d'être capable de faire cette collaboration, nous, on a nos jargons de recherche. Des fois, on parle de fauteuil léger, ultra léger. On présente les choses à Isabelle et Bruno et ils ont dit, ah, mais on n'est pas certain, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Donc, ça prend vraiment cette discussion de se mettre ensemble et être capable de dire, mais ça fait pas de sens pour nous, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Donc, ça pourrait renforcer, mais c'est très important pour la collaboration. Donc, on a été mis sur ces discussions, sur nos résultats de revue systématique. On était convaincus, la conclusion, que le poids a eu aucun effet, mais on a juste discuté. Est-ce que ça répond bien? Est-ce qu'on est vraiment content avec toute cette recherche et toutes les réponses? On a discuté l'étude qu'Isabelle a mentionnée tout au début sur les roues, les types de roues et le type de CAD aussi. On a demandé est-ce que ça pourrait ajouter quelques éléments intéressants à nos questions. Donc, on a été parlé avec Bruno Lemelin et François Routhier sur une étude qu'ils ont faite dans la clinique, aussi une collaboration entre le CIRIS et le CIUS. Eux, ils ont montré avec quelques types de pneus et deux CAD, un CAD rigide et un CAD pliant, qu'un ajout de poids pour avoir le changement entre les deux types de fauteuils roulants, mais on n'a pas eu la réponse exactement. Est-ce qu'on ajoute le poids à cette même fauteuil roulant? Est-ce que ça va changer beaucoup? L'étude était vraiment axée sur aller chercher des données au niveau des types de pneus. Donc, malheureusement, on n'est pas capable d'extraire de cette étude-là les changements de poids, mais on regarde qu'est-ce qui s'est fait par le passé, donc on peut tirer quand même de l'information de ça. Exact. Et on voit les grands changements de poids, c'est dans la valeur de 30 kilos. On ne parle pas de 2-3 livres. Donc, on a dit, bon, on est presque convaincu, mais on va juste nous assurer. Donc, on a décidé d'appeler un expert. C'est un chercheur à Georgia Tech University. Ça s'appelle Steven Spriegel. Il est bien connu pour son recherche en biomécanique, en fauteuil roulant, la propulsion, l'effet de poids et tout. Donc, on a écrit un courriel à lui et il a résumé que les effets sur le poids, mais il n'avait pas des études sur les humains qui a soutenu qu'une augmentation de masse sur l'appareil va avoir un changement sur l'effort de propulsion. Il n'avait pas un effet non plus sur les robots de haute précision propulsant en fauteuil roulant et pas de différence en utilisant des estimations informatiques de la mobilité sur les journées entières. Donc ça, c'est avec les petites augmentations petits changements de poids, augmentation de poids. Aucune étude humaine, aucune étude robotique a montré un changement. Mais si on parle de les masses un peu plus grandes, sur l'effort de propulsion. Donc, 2 kilos n'a eu aucun impact. Quand on arrive à 4 kilos, ça commence à montrer les différences, mais ils sont minimales. Et l'exemple qu'il m'a donné, il avait partagé une présentation avec nous. Et dans sa présentation, il a dit que le 4 kilos, c'est environ la même chose de prendre une bouteille d'eau à 2 litres et mettre sur une table. Donc, est-ce que ça, c'est une différence assez bien pour justifier 4 kilos, c'est quand même presque 10 livres. Donc, je juste montre son courriel et qu'il a dit, c'est sans question que les
trois choses les plus importantes sont la distribution de poids, pas le poids actuel, les pneus, qu'on a été montré en plusieurs des autres études, et les roues avant, les casters. D'ici tu as adressé ces trois choses, c'est une perte de votre temps. Donc, on a dit, bon, ça répond de nos questions. Il est aussi dit, en pensant trop au poids, on passe à côté des facteurs importants. Donc, qu'il nous suggère de les paramètres clés qu'on doit vraiment considérer, c'est la répartition de poids et les effets sur l'inertie et le frottement, et les roues et les pneus. Donc, c'est les choses qui confirment exactement de notre revue de littérature à montrer. Donc, le frottement est omniprésent à chaque coup de propulsion, à chaque reprise de propulsion, à chaque virage. Donc, on doit juste considérer comment on peut diminuer le frottement, d'avoir le meilleur effet sur la propulsion. Et selon lui, c'est les pneus, la distribution des poids et les roues en avant. Donc, sa conclusion, et le note aussi, ne pas être obsédé par le poids et qu'un entraînement et une technique appropriée sont essentiels pour réduire l'effort, qu'on était content d'entendre. Fait qu'au final, ça a validé notre hypothèse de départ. Donc, la littérature a validé l'hypothèse. Les communications qu'ils ont eues avec ce chercheur-là aux États-Unis aussi est allé valider. Donc, autant la recherche auprès de personnes en fauteuil roulant, d'usagers en fauteuil roulant, de cliniciens, ou auprès aussi de recherches faites sur des robots en fauteuil roulant, ben, ça a permis de valider cet élément-là. Donc, nos intentions de prescription, ben oui, quand on nous adresse un questionnement, est-ce que 2-3 livres de moins ou 4-5 livres sur un fauteuil ont un impact sur la propulsion? La réponse est clairement non. Par contre, ça peut être indiqué pour un usager d'avoir quelques livres de moins pour nous permettre de le transférer dans un véhicule, de le soulever, de le transférer dans un véhicule. Par contre, à l'issue de ces discussions-là qu'on a lues, ben, c'est sûr que les fauteuils plus légers, des fois, nous obligent à devoir reculer le centre de gravité davantage parce que c'est des fauteuils qui peuvent devenir plus versants de par leur légèreté, justement. Donc, des fois, ils ont un impact négatif même sur la propulsion. Donc, là, il y aurait peut-être d'autres hypothèses à aller valider à ce niveau-là, mais on est rendu à ces conclusions-là, là. Dès que l'outil va sortir, je ferai la diffusion à travers les services d'aide technique, là. Exact. Donc, ça nous rend la prochaine partie de notre présentation. Ça, c'est l'exemple précédent, était sur comment la clinique était allée vers nous pour voir comment on peut répondre à une question. Mais en collaboration, en recherche, des fois, on a les grandes idées que oui, quelque chose c'est très important, il y a ce gap dans la littérature, il y a, mais ça pourrait marcher, je suis convaincue. Mais on doit vraiment considérer est-ce que ça pourrait marcher avant même dépenser l'argent en recherche. C'est important de savoir est-ce que ça pourrait avoir vraiment une application clinique. Donc, c'est juste pour mettre en valeur qu'entre le CIRUS et le CIUS à Québec, mais aussi le CREER et le CIUS et le CIS à Montréal, il y a plusieurs de collaborations très similaires que nous présentent aujourd'hui. Donc, pour nous, ça fait plusieurs des choses. On parle de deux exemples de poids et de la réalité virtuelle aujourd'hui, mais on va juste glisser un mot sur les autres collaborations qu'on avait ou qu'on a en train maintenant. Il y a eu des collaborations qui ont été faites, là. On l'a toujours appelé le projet d'Alice, mais le projet d'Alice Pilicero, dans le fond, qui était les préoccupations en lien avec la conduite d'un fauteuil roulant motorisé et les atteintes cognitives. Donc, Alice nous a interpellés à savoir, ben, un programme d'entraînement, quel genre de programme d'entraînement, de quelle manière le faire. Et on a fait nos collaborations aussi avec notre technicienne en éducation spécialisée. Oh, ben, elle, comment qu'elle procédait? Projet d'Alice, c'est quoi l'approche du projet d'Alice? Donc, on a pu regarder les deux aspects. Donc, une belle collaboration qui s'est faite là. Nous, pour ce projet, on était dans les gaps sur notre programme, Wheelchair Skills Programme, où on a comme 25 ans de recherche qui montrent un effet sur l'entraînement en fauteuil roulant. En motorisé, on a moins des études, mais on a dit
Ce programme est basé sur les principes d'apprentissage moteur. Est-ce qu'on doit penser des autres manières de former les jeunes en futur motorisé, surtout les jeunes des incapacités cognitives? Et on a dit, bon, si on prend cette approche, est-ce que ça pourrait marcher? En nous, la préoccupation aussi, on peut juste donner quelqu'un avec les incapacités cognitives en futur long et pense que quelque chose doit marcher. Donc, c'est pris vraiment cette collaboration d'être capable d'explorer si on peut utiliser les autres approches de former les jeunes. Donc, on a travaillé cette collaboration-là. Il y a plein de petits projets de recherche en cours. Il y a le vaulting, je te laisse en parler. Oui, c'est ça. Vaulting, c'est un chercheur à Paris, Eric. Je ne me souviens pas son nom de famille. Il était ici le mai dernier, mais le dernier mois de mobilité à Cirrus, en effet. Il était ici et montré le vaulting. C'est une construction ingénieure, c'est très innovant, c'est contrôlé par les capteurs. Encore, on avait la préoccupation, mettre quelqu'un dans le volant, le seating, c'est pas parfait, il contrôle avec les capteurs, mais si tu vers l'avant, tu vois le volant va bouger, qu'est-ce que ça passe s'il est en mur devant? Donc, on a juste dit, avant d'être capable de faire les recherches, on doit vraiment voir avec les cliniques, est-ce que ça pourrait fonctionner? Donc, c'est un autre exemple. J'ai parlé tantôt de formation et évaluation en futur lent, évaluation et entraînement en futur lent sur le Wheelchair Skills Programme. On fait plusieurs des formations. On fait plusieurs des formations sur le programme. On forme les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les autres personnes en aide technique. Sur ce programme basé sur les données probantes, on a fait une en automne dernier avec environ 40 personnes, je crois, 3 groupes d'environ 15 personnes chaque fois. C'est ça, donc on a ces projets qui roulent aussi. Donc, il y a plein de projets qui sont en cours actuellement au CIRIS. Et les deux projets qui nous intéressent plus particulièrement, le projet principal qui nous intéresse particulièrement, on collabore, c'est les approches en simulation puis en réalité virtuelle. Christophe va prendre le temps d'en discuter avec vous, mais je pense que c'est un bout qui est intéressant d'essayer de voir, qu'est-ce qui peut être fait avec la réalité virtuelle. Ça nous amène des questionnements au niveau de l'entraînement fauteuil roulant motorisé suite à l'étude d'Alice Pellicero sur les atteintes cognitives. Y a-t-il des bénéfices, des bienfaits? Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont super intéressantes qui arrivent. Donc, Christophe. C'est ça. Donc, nous, on a vu dans la littérature, on a les autres chercheurs, mais Philippe Archambault, il travaille sur la réalité virtuelle pour le futur long manuel. On a les chercheurs à Rennes qui travaillent sur un simulateur. On vient d'acheter un ici. Donc, on voit qu'il y a peut-être les potentiels. C'est innovant, c'est prometteur. Mais avant d'être capable d'aller vers l'avant, de faire la recherche clinique sur l'efficacité, on veut vraiment voir avec les cliniques, est-ce que c'est quelque chose intéressant pour débuter et est-ce que c'est quelque chose utilisable, acceptable chez vous? Donc, on a fait une review de la littérature encore. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails sur la review de la littérature qu'on avait faite. Mais bref, on a trouvé 29 articles qui montrent que l'entraînement futur long, c'est possible à faire avec la réalité virtuelle, avec la simulation pour améliorer la navigation, les habiletés en futur long et les fonctions locomotrices. Cependant, il y a beaucoup de variabilité sur le type de réalité virtuelle, sur le type de simulateur, sur comment les études étaient faites, les mesures utilisées. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire. D'être capable pour le faire, on doit vraiment, comme j'ai mentionné plusieurs des fois, travailler proche avec la clinique pour assurer qu'on va dans la bonne direction pour faire ces recherches. Donc, la réalité virtuelle, on a créé ici à Cirrus, c'est Brad McFadden et Andrea Blanchett qui travaillent beaucoup sur le LogVS, qui c'est le Large Overground Virtual Suite. C'est une virtual suite qui établit un parc. Tu vois le parc dans les photos à gauche. Il y a un parc virtuel. Donc, quand tu mets le casque, tu rentres dans le parc et tu peux rouler ou marcher ou prendre un vélo. On a plusieurs des applications maintenant sur le parc et je peux jouer une petite vidéo ici comment ça semble en mode fauteuil roulant.
Donc ici, on pense qu'on peut peut-être former les jeunes de faire la navigation. On peut peut-être utiliser pour les évaluations et l'entraînement, mais on peut aussi explorer les facteurs de locomotion en fauteuil roulant quand on ne sait pas à date. On n'était pas vraiment capable d'explorer dans un petit espace très contrôlé sur la locomotion en fauteuil roulant juste à date. Donc, ça, c'est la première étude qu'on a faite avec LogVS et la réalité virtuelle. C'était avec les sujets sains, 15 sujets sains. On a fait ça même avant de parler avec la clinique parce que pour nous, avant, on veut présenter quelque chose en clinique, on veut assurer que oui, ça pourrait fonctionner. Donc, on a fait cette étude avec 15 sujets sains, plus ou moins les étudiants à CIRIS. Et on a montré que ils ont perçu un niveau élevé de présence dans le parc, c'est-à-dire qu'ils ont mis le casque, ils disent oui, j'ai un sens d'être dans le parc. Ils ont perçu que c'était facile à utiliser. Vraiment un niveau faible de cybermaladie, que c'est une préoccupation toujours. Et on était capable de montrer la stratégie de contournement était similaire entre la marche et l'utilisation de fauteuil roulant. Donc, pour nous, ça manque c'est prometteuse pour explorer plus, pour utiliser l'OVS en fauteuil roulant manuel. Et puis, on a récemment mis le motorisé, mais je ne présente pas le motorisé maintenant. Donc, après cette étude, on a dit, bon, 15 personnes, c'est pas énorme, mais on a assuré que ça pourrait fonctionner avec les vrais usagers en fauteuil roulant. Donc, on a invité Isabelle et son équipe de venir. Mais tu peux parler un peu de cette première expérience. Dans le fond, lors de l'expérience, ils nous ont vraiment fait vivre la réalité virtuelle. On a mis le casque de réalité virtuelle, puis on s'est mis vraiment en immersion. Quand on parle de cybermaladie, il n'y a personne qui a eu de sensations nauséeuses en lien avec le casque de réalité virtuelle. Donc, on a quand même une belle correspondance. On était assis en fauteuil roulant. Et oui, effectivement, on se sentait comme dans le parc, même si le parc était plus pixelisé, dessiné. Ben, en fait, on oubliait un peu dans quelle salle on était. Donc, on a été en mesure de se déplacer là, dans l'environnement, ce qui nous a donné un bon point de départ, puis qui nous a comme lancé un peu l'idée de dire ouais, c'est le fun avec un fauteuil roulant manuel, mais tu sais, un fauteuil roulant manuel, t'arrêtes avant un obstacle en général. Mais avec un motorisé, qu'est-ce qu'on pourrait se faire un petit peu plus? Est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller plus loin? Donc, je pense qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants. Donc, ça a démontré notre intérêt par rapport au projet, par rapport à nos concepts, plus par rapport au motorisé que davantage le manuel, on dirait qu'on voyait moins d'intérêt. Puis, par le passé, j'avais vu une présentation au congrès de l'ACFA qui était une présentation de la France qui avait un simulateur de conduite de fauteuil roulant motorisé, mais via la réalité virtuelle dans un très grand espace où le fauteuil ne se déplaçait pas, mais qui était sur un socle, mais qui avait recréé une ville complète sans trop d'usagers, mais sur lequel il mettait des obstacles. Et j'avais trouvé ça super pertinent. Donc, on a eu des discussions et le CIRIS était déjà en communication avec ces gens-là de la France aussi. Puis il y avait déjà des idées par rapport à ça. Là. Oui, ça c'était ACFAS 2021 Oui. où Amélie Leblanc, elle est pédiatre et aussi étudiante doctorat, presque prête à soutenir son thèse. Mais eux, ils ont fait une étude sur cette simulateur d'Isabelle dont mentionné. J'ai aussi eu une expérience avec cette simulateur à une conférence à Bordeaux, peut-être 2019. Donc, on avait un intérêt d'acheter, mais même avant d'acheter, on a parlé avec Isabelle et voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait fonctionner dans la clinique parce qu'en France, eux aussi, ils travaillent avec la clinique et la recherche pour évaluer. Donc, d'être capable de faire marcher, on va assurer que ça va marcher ici. Donc, on a une co-création sur les protocoles avec le CIRIS, le CIUS, mais aussi le Pôle Saint-Hélier et l'Université de Rennes, France. Ça, c'est l'achat de simulateurs. Merci à Fondation Hélène et la Fondation canadienne pour l'innovation. Je montrerai rapidement les vidéos. Dans la première vidéo, vous voyez le simulateur qui bouge. Tu peux voir l'écran gauche
que les personnes voient dans la deuxième vidéo, ça va zoomer un peu plus sur l'écran, mais si on zoome sur le simulateur et les pas de le simulateur, ils bougent aussi. Donc, quand tu montes une rampe, tu as vraiment la sensation. Moi, j'étais vraiment surpris. Tu as la sensation que tu montes une rampe, que tu descends une rampe, que tu traverses le petit surface abrupt. Le cyber maladie, ça dépend, ça va. C'est pas assez, mais pas faible comme l'obvious, mais bon, ça, on travaille dessus. Ici, on a, mais c'est le même système, c'est juste qu'on montre un peu plus clair l'image que les personnes voient dans le casque. Donc, tu peux naviguer les pylônes, le ramp. On est en train de créer les environnements virtuels aussi. Il y a la ville de Rennes qui a été créée, qu'on va voir ici. Donc, on peut faire voyager les clients dans la clinique de CIUS, nos participants de recherche. Mais on aussi va discuter, est-ce qu'on peut créer quelque chose qui représente la ville de Québec ou Montréal? On ne sait pas. Donc, on est sur les discussions. Moi et Isabelle, cette journée-là, on a joué dans le futur là ensemble. Donc, c'est très fun d'avoir une collaboration qui débute comme tout au début, on était ensemble pour découvrir ce nouveau équipement. Qu'est-ce qui était particulier quand j'ai fait l'essai, c'était vraiment la notion d'immersion, mais je me disais, est-ce que je vais vraiment avoir l'impression que si je me rends au bout d'une rampe ou au bout d'une certaine hauteur ou comme une chaîne de trottoir, un usager qui passerait à côté de la chaîne de trottoir, est-ce que je vais vraiment avoir la sensation d'avoir peur de tomber ou peu importe? Et oui, effectivement, on se recrée vraiment cet élément-là. J'ai monté une rampe, j'ai fait exprès pour aller sur le côté. Et oui, le fauteuil, tu le sens, il ne tombe pas sur le côté, évidemment, on reste en sécurité, mais ça donne l'effet que, oh, je m'approche du bar, je risque de me mettre en danger. Donc, on a cet effet-là à cause de la réalité virtuelle, mais aussi on a la réponse de l'appareil quand on passe à côté. Donc, on a le mouvement. Donc, c'est vraiment impressionnant. On voit un petit peu les idées d'application possibles pour certains usagers qu'on dit, ouf, l'entraînement n'est peut-être pas nécessairement au top, mais quand on fait l'entraînement dans un milieu réel, mais est-ce qu'on pourrait se pratiquer avant un petit peu dans un environnement très contrôlé, qui est la réalité virtuelle? Ben, pour certains usagers, ça pourrait peut-être avoir un intérêt qui est moins à risque de blessure finalement. Donc, ça pourrait peut-être être une innovation qui serait intéressante, là. Et on est en train de développer les appartements, les places un peu plus petites, un peu plus contrôlées. Donc, pour les avenirs, Tu sais, au niveau des avenirs, il y a plein de choses possibles. Recréer, en France, bon, il y avait recréé la ville de Rennes. Est-ce qu'on peut recréer un environnement qui va être familier pour les usagers de la ville de Québec, par exemple? Recréer des appartements ou un appartement type. Souvent, les enjeux, ça se fait dans des appartements très restreints avec des espaces très restreints entre le comptoir, le frigidaire. Donc, est-ce qu'on peut travailler des choses du genre? Est-ce qu'on peut regarder l'entraînement auprès d'une clientèle qui a eu un traumatisme crânien, donc il y a des impacts physiques, mais que ça peut amener aussi des impacts cognitifs ou de la fatigabilité. Donc, quel serait l'impact là-dessus? Donc, on peut travailler à essayer de co-créer des hypothèses, émettre des protocoles, qu'on parle de la réalité virtuelle ou l'influence du poids des fauteuils. Ben, on se crée des hypothèses, on part avec des bonnes idées, puis des fois, on va valider par la recherche, on va se confirmer qu'on n'avait pas tort au départ, mais des fois, on peut arriver et dire, hey, ben, j'avais des idées préconçues, donc est-ce que mes idées finalement sont préconçues? Je vais repartir dans un autre sens. Donc, on essaie de maintenir la collaboration pour aller de l'avant. Puis je pense que la collaboration entre la recherche et la clinique, c'est pas mal la clé du succès pour développer l'innovation. Puis on est chanceux au Québec de pouvoir collaborer comme ça, les deux équipes ensemble, au lieu d'être chacun en vase clos, là, on a quelque chose de beau, là. c'est ça. On continue de poser des questions. On pose des questions sur les nouvelles technologies, sur les capteurs de navigation et détection des obstacles pour intégrer aussi dans ces deux aspects de réalité virtuelle. Bref, on a beaucoup de questions et pas assez de temps. Puis probablement d'autres belles présentations à venir là, dans les prochaines années. Exactement. Certains aussi avec les autres programmes de recherche aussi, là.
C'est ça. Donc, on vous laisse avec nos courriels si vous avez des questions. Un dernier rappel pour le 25e année de l'anniversaire de Cirrus. Et on est prêt pour vos questions. On est prête. Merci beaucoup, Christa et Isabelle. Je vais commencer avec une question qui est dans le chat. Je pense que ça fait ricocher à la première partie de votre présentation. Alors, un participant demande si la rigidité des matériaux, comme par exemple du cadre en carbone, en aluminium ou en titane, ferait la différence en termes de propulsion. Il y a les études qui montrent la différence en matériel peut avoir une différence. Sur le top de ma tête, je ne peux pas sortir l'exact les questions. Il y a les aspects d'ajustement pour les matériaux qui sont un peu plus mous, ou il y a les trous qui peuvent, si ça ne peut pas bien maintenir, il va y avoir comme l'augmentation de trous. Ça, c'est peut-être les côtés plus lumineux, mais sans dire n'importe quoi, je dois aller retourner dans la littérature pour bien répondre à la question. Mais il y a une petite différence entre quelques matériaux, mais la différence de poids liée à ce matériau, il n'y a aucune différence. Si on parle de carbone aluminum, une augmentation de poids ou changement de poids de 3-4 livres, ça ne fait aucune différence. Merci beaucoup. Il y avait une sous-question qui concernait les roues de meilleure qualité. Donc, par exemple, est-ce que ça aurait un impact des roues Spinergie avec des rayons en carbone versus des roues plus rigides ou les roues standards qu'on met sur un fauteuil roulant? Est-ce que ça aurait un impact pour faciliter la propulsion? Je ne sais pas, c'est une autre hypothèse. On peut aller chercher la réponse à cette question aussi. Je pense qu'on sait l'important, c'est de garder le roue rigide, Spinergie et l'ajustement que ça peut se faire. Mais si les synergies ne sont pas bien tight, Ils sont pas bien tendus. tendues de tous les côtés, ça pourrait poser des autres problèmes, mais on n'a pas cette réponse. L'étude qu'on a faite actuellement, c'est pas lancé jusque-là. En fait, on s'est attaqué au premier sujet qui était le poids des fauteuils, mais on sait que les compagnies vont travailler pour le poids au niveau des roues, au niveau de différents endroits. Je garderais comme concept qu'une roue plus légère peut être plus intéressante à manutentionner pour la mettre elle-même dans le véhicule. Donc, ça c'est une prémisse qui pourrait sous-tendre la présentation qu'on a. Par contre, aller plus loin, est-ce qu'une roue en fibre de carbone absorbe mieux les chocs? À vrai dire, je n'ai même pas la réponse. Ce serait des belles questions à soumettre à la recherche là, pour aller de l'avant. Là. Bon, ben, mesdames, vous avez déjà de bonnes idées si jamais vous voulez ricocher là-dessus. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a TRFR 3009. Est-ce que c'est... vous avez la main levée? Oui, bonjour. C'est Francine Ah, Tremblay. Je suis désolée, je suis obligée de télécharger Zoom à toutes les fois que j'assiste à une conversation. Il faut que c'est le nom de mon ordinateur qui apparaît. Moi, j'ai un commentaire et une question. Mon premier commentaire, ce serait en lien avec votre réalité virtuelle. Je pense que ça pourrait être très intéressant, peut-être d'inclure une clientèle plus jeune au niveau des expériences. Je pense entre autres à certains jeunes que je vois dans une école spécialisée, l'école Maline Bergeron, pour ne pas la nommer, où il y a des fauteuils roulants motorisés qui ont été attribués à des enfants et qui, même après des années d'entraînement, nécessitent absolument la présence de quelqu'un à côté d'eux parce qu'ils ne sont pas sécuritaires pour arrêter s'il y a des obstacles ou pour se diriger sans accrocher les autres appareils ou les autres fauteuils roulants autour. Fait que je trouve que la réalité virtuelle là, pour évaluer la sécurité d'attribuer un appareil chez ces enfants-là pourrait être d'une grande aide, puis éviterait peut-être à la fois d'attribuer des fauteuils qui finissent par ne pas être utilisés, ou au contraire, de voir qu'un jeune, au départ, on pense qu'il n'y aura pas le potentiel, te permettre après quelques temps de valider que finalement, sa courbe d'apprentissage va l'amener à pouvoir utiliser cet appareil-là. Est-ce que je peux répondre à ton commentaire avant? Oui.
prendre la question. Ben oui, Juste allez-y. dire qu'on parle de la collaboration. On vient de recevoir une subvention pour la planification de comment on va dérouler ce programme, et c'est sur les enfants, les adolescents. Ah, super. Si tu es à Québec, même à Montréal, si c'est un intérêt pour toi de venir, ça serait en juillet. On va prendre peut-être. Francine est à Québec. Oui, je suis à Québec, moi. dans les PQ, Est-ce que c'est avec, est-ce qu'Anne-Julie participe à la recherche avec Anne-Julie Picard? Anne-Julie, ici, c'est une ergothérapeute, je pense, qui collabore peut-être à cette recherche-là. Mais on a les collaborations avec Paula Albernoz et Marie. Oui, c'est ça. C'est Oui. c'est Annie Pierre. Ouais. Oh oui, ben oui, oui, à Madeleine Bergeron. Oui, effectivement, on parle avec elle. Donc, on a un projet avec eux sur le futur langue manuel pour entraîner les enfants et adolescents. Et on a un projet sur le futur langue motorisé avec Anne-Marie aussi, on présente tantôt. Mais c'est certain qu'on va vous inviter pour discuter comment on peut utiliser la réalité virtuelle, renforcer cette collaboration quand on parlait. C'est très, très intéressant. Ben, je vais me tenir au courant. Pour en venir à ma question, j'ai pris un papier parce que je calcule dans ma tête, mais je n'ai pas une bonne mémoire. Pour en revenir au poids du fauteuil roulant, OK, l'impact versus la propulsion. Évidemment, là, j'ai encore mes chaussures d'ergothérapeute qui travaillent en pédiatrie. Alors, si on suppose, par exemple, que les études disent que c'est à partir de 10 livres qu'on voit un impact sur la propulsion, on parle de 10 livres sur un fauteuil de 25 livres. Et admettons qu'on prend un poids d'un usager adulte, 150 livres en moyenne. Donc, à ce moment-là, le fauteuil de 25 livres, il représente 1/15e de son poids. Le 10 livres, si on l'ajoute, c'est 1/6e de plus, ce qui n'est pas grand-chose. Si on prend un enfant qui pèse 50 livres, le fauteuil de 25 livres, c'est la moitié de son poids. À ce moment-là, si on ajoute un 10 livres, on ajoute 1/6e du poids par rapport à sa charge à lui, on est à la moitié de sa charge par rapport à lui. Fait que l'impact pourrait être beaucoup plus important si on parle d'un enfant qui est moins lourd versus le poids de son appareil. Absolument. Et dans les études qu'on avait faites, il avait les études sur les enfants, sur la propulsion, pas trop, peut-être 2 ou 3, mais je pense que c'est un domaine, une question de recherche qu'on doit se poser et répliquer ces études sur la biomécanique parce que la réponse c'est probablement, tu as raison, mais on ne sait pas. C'est pas documenté dans la littérature scientifique jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est une chose qu'on doit le faire. OK, merci beaucoup. Et un très bon point, c'est le bon mathématique aussi. C'est pour ça que j'avais écrit. Merci beaucoup, Francine. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un qui aurait une dernière question, soit dans le chat ou en levant la main? Isabelle a pris beaucoup de notes sur les nouvelles questions de recherche qu'on va explorer. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Il faut croire que, en fait, votre présentation était extrêmement claire. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présentation, Christa et Isabelle. J'encourage tout le monde à remplir le formulaire d'évaluation de la présentation qui est dans le chat. Et nous sommes à la planification de notre programme de formation de midi-conférence pour l'année prochaine. N'hésitez surtout pas à vous porter volontaire si vous avez des idées de formation. On est preneur là, pour de nouveaux conférenciers également. Alors, on va se revoir à l'automne prochain, tout le monde, et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci encore. Au revoir.